Totalement ignoré dans le discours de mon père, j'ai pris le micro pour lire une unique phrase sur mon téléphone. Un silence de mort a figé le jardin. J'ai pris mon sac et je suis parti. Il m'a appelé 11 fois avant minuit. Je tenais mon téléphone sur mes genoux depuis 45 minutes lorsque mon père s'est levé. C'était un samedi soir de fin mai, et le jardin de la maison de mes parents à Lyon sentait le charbon de bois et l'herbe coupée, ainsi que ce genre spécifique d'appréhension que je portais en moi depuis l'âge d'environ 9 ans. Des guirlandes lumineuses avaient été tendues entre les poteaux de clôture et le vieux chêne où mon frère Damien avait l'habitude de grimper enfant. Et quelqu'un, ma mère, j'en étais presque certaine, avait disposé 47 chaises pliantes blanches en rangées désordonnées et inégales sur la pelouse. Il y avait une longue table de traiteur recouverte d'une nappe blanche avec des plateaux de champignons farcis et de charcuterie, et un saladier de salade de pâtes qui était resté un peu trop longtemps au soleil. Il y avait un gâteau de la pâtisserie italienne de la rue de la République. Mon nom, Rosalie, y était écrit en glaçage bleu pâle. Je me souviens avoir regardé le gâteau et avoir pensé, au moins, la pâtisserie, elle, a eu tout juste. Mon père se tenait à la petite table pliante qu'ils avaient positionnée comme un pupitre improvisé au fond du jardin, près des rosiers que ma mère avait plantés l'année de mes 12 ans. Il a tapoté son verre avec un couteau à beurre. Les conversations autour de moi se sont éteintes de la manière lente et inégale dont 47 conversations distinctes s'éteignent toujours lorsque quelqu'un demande l'attention, un groupe après l'autre, jusqu'à ce que tout le jardin soit silencieux et que tous les regards soient tournés vers lui. J'avais 23 ans. Je venais de terminer mon diplôme d'ingénierie des structures à l'INSA Lyon, obtenant une moyenne de 18,5 sur 20, une offre de stage déjà signée avec Beaumont et Associés à Marseille, et un projet de fin d'études que mon conseiller pédagogique, le docteur Dubois, avait officiellement soumis pour le prix annuel du département en conception appliquée. J'avais fait tout cela en travaillant 22 heures par semaine dans un petit bureau d'études de la Grande Rue, payant mon propre loyer et mes charges depuis l'automne de ma 2e année d'université, et appelant la maison tous les dimanches soirs à 18 h, que l'on me rappelle ou non. La plupart des dimanches, il ne rappelait pas. Je savais ce qui était dans mon téléphone. J'avais écrit la phrase 6 semaines plus tôt. Je l'avais lue à voix haute à ma thérapeute, le docteur Anne Leroy, dans son petit cabinet de l'avenue des Lumières, assise dans le fauteuil en velours vert près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi entrait de biais sur le sol. Elle avait écouté jusqu'au bout sans dire un mot, et quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit très simplement, « C'est ça. C'est la bonne. » Je l'avais enregistrée dans une note sur mon téléphone intitulée « Fête ». Je l'avais regardée probablement 60 fois entre ce mardi après-midi et ce samedi soir. Je m'étais dit en chemin que je n'allais pas l'utiliser. Je m'étais dit que j'allais m'asseoir dans ce jardin, sourire, manger de la salade de pâtes et laisser mon père être qui il devait être devant les voisins, parce que c'était ce que j'avais toujours fait et que j'étais doué pour ça maintenant. Je m'étais dit qu'une vraie vie commençait pour moi à Marseille dans 8 semaines. Je m'étais dit que peu importait ce qui se passait à cette fête, car je partais de toute façon et la distance ferait le travail que les années n'avaient pas fait. Mon père s'est raclé la gorge et a commencé à parler. Je devrais vous parler de Gérard Beaumont parce que comprendre ce qui s'est passé ce soir-là nécessite de comprendre quel genre d'homme il est. Pas d'une manière simple, pas d'une manière de méchant, mais de la manière compliquée et spécifique qu'une personne qui a façonné votre vie exige de comprendre. Mon père a 61 ans. Il a grandi dans une maison à Saint-Étienne où la règle, tacite ou non, était que les hommes qui montraient des émotions étaient des hommes qui avaient échoué. Son propre père travaillait dans une aciérie et rentrait fatigué, dînait sans parler et allait se coucher à 21 h tous les soirs pendant 30 ans. Et mon père a observé cela et a décidé qu'il serait plus chaleureux, plus présent, plus impliqué. Et il l'a été, à sa manière. Il a entraîné l'équipe de jeunes de football de Damien pendant 4 ans. Il a conduit Damien à des séances de soutien scolaire 2 fois par semaine pendant 2 ans au collège quand la lecture ne venait pas facilement. Il est resté tard à la table de la cuisine pour revoir les devoirs d'algèbre, patient d'une manière que j'admirais sincèrement même enfant. Il était présent pour Damien de ces manières spécifiques, pratiques et visibles qui font qu'un père se sent comme un père. Le problème n'était pas qu'il aimait Damien. Le problème était ce qu'il en tirait. Mon père a bâti tout son sens de lui-même autour du fait d'être l'homme dont Damien avait besoin, le sauveur, la présence essentielle. Quand Damien luttait, mon père avait un rôle. Quand Damien triomphait, mon père avait une histoire. Le championnat de football de jeunes en 1998. Le jour où Damien a réussi son permis de conduire après 3 tentatives.
Le poste en logistique à Grenoble que Damien a décroché grâce à un contact que mon père avait discrètement arrangé. C'étaient les histoires que mon père racontait sur lui-même en les racontant à propos de Damien. Et ces histoires l'organisaient et lui donnaient une forme qu'il reconnaissait. Je n'ai pas eu les mêmes difficultés que Damien. La lecture est venue tôt et facilement. Les maths avaient un sens structurel pour moi depuis la 3e année de primaire. Je travaillais tranquillement, je trouvais des solutions et je ne demandais pas d'aide que j'avais appris à ne pas attendre, et je pense que mon père, sincèrement, sans malice, a classé cela comme Rosalie va bien. Rosalie n'a pas besoin de moi. Je pense qu'il s'est raconté cette histoire parce que l'alternative était plus difficile à regarder en face. L'alternative était que son attention avait été si complètement organisée autour de Damien que je n'avais tout simplement jamais été au centre. Que son amour était réel, mais que sa conscience était étroite. Et j'avais été à la lisière de cela toute ma vie, juste légèrement hors cadre. Je travaillais à comprendre cela depuis 2 ans, depuis que j'avais commencé à consulter le docteur Leroy au début de ma 3e année d'université. J'y étais allé la première fois parce que je ne dormais pas et que j'avais commencé à éviter mes appels du dimanche à la maison. Et je ne pouvais expliquer aucune de ces choses de manière sensée. Le docteur Leroy avait été patiente d'une manière différente des autres patientes que j'avais rencontrées. Elle ne me pressait pas vers une conclusion. Elle me laissait tourner autour du même sujet semaine après semaine jusqu'à un mardi après-midi de novembre, environ 4 mois plus tard, elle a dit doucement « On dirait que vous vous êtes élevé seul au sein d'une famille qui se disait unie ». Cette phrase m'a attristé longtemps. Je ne l'ai pas écrite. Je n'en avais pas besoin. Elle était déjà en moi avant qu'elle ne la prononce. Elle lui avait juste donné une forme que je pouvais saisir. Elle m'a aussi aidé à comprendre autre chose, quelque chose que j'ai gardé plus précieusement. La distance de mon père n'était pas un jugement sur moi. Son incapacité à me voir pleinement était une limitation en lui, et non une mesure précise de ma valeur. Il avait peur, de la manière dont les hommes de sa formation particulière ont peur, que s'il regardait directement ce qu'il ne m'avait pas donné, l'histoire qu'il avait construite de lui-même en tant que bon père exigerait d'être reconstruite. Et reconstruire cette histoire signifiait admettre un échec qu'il n'avait pas les outils pour absorber. Alors il a détourné le regard. Il a regardé Damien. Il a regardé le trophée du championnat de jeunes de football et le poste en logistique et les victoires faciles qui confirmaient ce qu'il avait besoin de croire sur lui-même. Comprendre tout cela n'a pas enlevé la douleur, mais cela a changé ce que j'allais en faire. Le premier moment où j'ai compris avec clarté et des mots ce qui se passait, pas seulement ressenti comme une douleur informe, mais nommé précisément, a été lors de la réunion familiale d'automne précédant ma dernière année d'université. Nous étions tous à table, nous 4, plus ma tante Carole et son mari Rémi, et mon père a porté un toast avant le repas. Il a parlé du nouveau poste de Damien en logistique à Grenoble. Il a parlé du jardin de ma mère, qui avait reçu une reconnaissance informelle du voisinage cet été-là. Il a parlé de l'Olympique lyonnais pendant environ 3 minutes parce qu'il le fait toujours, car c'est le registre d'émotions qu'il atteint le plus facilement. Je suis resté assise à cette table pendant 18 minutes entières, les mains jointes sur mes genoux, attendant mon nom, attendant toute reconnaissance de ma présence, que j'étais une personne à cette table. Que j'avais une moyenne de 18 sur 20 et une bourse au mérite qui venait de couvrir la totalité de mes frais de scolarité du dernier semestre et un sujet de mémoire que je développais depuis 2 ans. Il n'a jamais prononcé mon nom, pas une seule fois. Ma mère a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Elle m'a lancé le regard qu'elle m'avait toujours lancé toute ma vie. Un léger mouvement de tête, à la fois apologétique et résigné. L'expression d'une femme qui voit exactement ce qui se passe et a décidé il y a des années qu'elle n'avait pas les moyens de le changer. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Je suis resté devant le lavabo, l'eau coulant, pendant 4 minutes. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai pris une décision dont je n'étais pas encore pleinement consciente. J'allais arrêter d'attendre. J'allais faire quelque chose. Je ne savais juste pas encore quoi. En rentrant de la réunion familiale d'automne sur la 6, j'ai appelé mon amie Clara. Clara et moi étions proches depuis la première semaine de ma première année d'université, quand nous nous étions toutes les deux retrouvées par erreur à la mauvaise réception de département et étions restées de toute façon parce que la nourriture était bien meilleure que tout ce que l'on trouvait au réfectoire. Elle en savait plus sur ma famille que presque n'importe qui parce qu'elle avait été assez patiente pour demander et continuer à demander. Il l'a refait, ai-je dit. Le truc du toast, 18 minutes. J'ai compté.
Elle est restée silencieuse un instant. Rosalie, a-t-elle dit finalement. À un moment donné, tu vas devoir décider ce que tu veux faire avec ça parce que ça ne va pas changer tout seul. Il ne va pas se réveiller un jour et comprendre soudainement ce qu'il a fait. Je sais, ai-je dit. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai roulé pendant environ 2 kilomètres dans l'obscurité avant de répondre, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. La fête de remise de diplôme avait été entièrement l'idée de ma mère. Elle l'a planifiée depuis février, m'appelant toutes les 2 ou 3 semaines pour discuter des détails. Et je pouvais entendre dans sa voix à quel point elle voulait que cela se passe bien, à quel point elle avait besoin que cette occasion soit quelque chose de simple et de chaleureux. Elle avait trouvé le traiteur grâce à sa collègue Sophie, une femme avec qui elle travaillait au bureau des archives départementales depuis 11 ans, et qui avait utilisé la même entreprise pour une fête de départ à la retraite l'automne précédent. Elle avait commandé le gâteau 3 semaines à l'avance et m'avait appelé 2 fois pour confirmer l'orthographe de mon nom, Rosalie, et la saveur. Elle avait elle-même accroché les guirlandes l'après-midi avant la fête, debout sur le tabouret en bois que mon père tenait fermement par-dessous, et elle m'avait appelé ce soir-là pour me dire que le jardin était magnifique. J'avais dit oui à tout ce qu'elle avait proposé parce que j'aimais ma mère et je pouvais voir ce qu'elle essayait de faire. Elle essayait de faire de cette soirée la chose qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à faire de notre famille, un endroit où j'étais vu. Elle le faisait à travers des plateaux de traiteur, des guirlandes lumineuses et un gâteau avec mon nom dessus parce que c'étaient les outils qu'elle avait et je n'allais pas minimiser cela. Je ne lui avais pas parlé de la note dans mon téléphone. Je ne voulais pas lui imposer ce poids avant que la soirée n'ait eu lieu. Je suis arrivé à midi pour aider à l'installation. J'ai déplié 47 chaises. J'ai aidé à organiser la table de service et j'ai déplacé la salade de pâtes à l'ombre. J'ai traversé le jardin alors qu'il était encore vide et je me suis tenu un instant près du vieux chêne. Et j'ai pensé à mes 8 ans, grimpant à cet arbre tous les après-midi d'été, appelant ma mère par la fenêtre de la cuisine et ma mère levant les yeux et me faisant signe. J'ai pensé à quel point cela avait été simple. J'ai pensé à tout le temps que j'avais passé depuis à essayer de retrouver quelque chose d'aussi simple. Puis je suis entré et j'ai aidé à transporter de la glace du congélateur du garage, et les premiers invités ont commencé à arriver à 15 heures. Vers 17 heures, le jardin se remplissait. Ma tante Carole est arrivée avec son mari Rémi et m'a trouvé immédiatement, me serrant dans ses bras et disant qu'elle était si fière qu'elle avait dit à tous ses amis que sa nièce allait être ingénieure. J'ai gardé cela en moi un instant. La collègue de ma mère, Sophie, est arrivée avec son fils adolescent, qui était sur son téléphone moins de 4 minutes après être entré dans le jardin, et est resté ainsi, ce que j'ai trouvé étrangement relaxant. Des voisins sont arrivés. La famille, des amis que je n'avais pas vus depuis plusieurs années sont arrivés. Des gens qui ne me connaissaient qu'enfant et me regardaient maintenant avec une expression légèrement surprise d'adultes rencontrant la version adulte de quelqu'un qu'ils avaient cessé de suivre. Damien est arrivé avec Amélie à 17h45. Amélie était grande et chaleureuse et possédait cette qualité particulière que les gens véritablement gentils ont lorsqu'ils entrent dans un système familial compliqué. Elle essayait d'être gentille avec tout le monde simultanément et ne comprenait pas vraiment pourquoi l'atmosphère de la pièce était telle qu'elle était. Elle m'a serré dans ses bras et m'a félicité et semblait penser sincèrement chacun de ses mots. Je l'aimais bien. Je l'avais aimé les 2 fois où je l'avais rencontrée auparavant et je l'aimais d'autant plus qu'elle avait choisi Damien sans paraître comprendre, du moins pas encore, dans quoi elle s'était embarquée. Damien et moi ne sommes pas proches. Nous ne l'avons jamais été, pas de la manière facile des frères et sœurs. La dynamique de notre famille rendait la proximité compliquée. Lorsqu'un enfant est le centre de l'attention d'une famille et l'autre non, la relation entre les enfants devient étrange, même si aucun d'eux n'a choisi ses rôles. Damien n'avait jamais été méchant avec moi. Il ne m'avait jamais vraiment vu non plus, de la même manière que notre père, et j'avais toujours soupçonné que c'était parce que me voir clairement l'aurait obligé à regarder une version de notre famille dans laquelle il était plus difficile de vivre. J'ai vu mon père rentrer à 17h47, après être allé chercher des serviettes supplémentaires. Il a embrassé ma mère, serré la main de 2 voisins et s'est immédiatement dirigé vers le coin de Damien et Amélie dans le jardin. Il a tapé sur l'épaule de Damien. Il a ri à quelque chose que Damien avait dit. Il avait l'air à l'aise, chaleureux et reconnaissable comme un homme qui connaissait sa place dans une pièce. Je me tenais de l'autre côté du jardin, tenant une eau pétillante. J'ai observé cela un instant. J'ai ressenti cette chose que j'ai ressentie toute ma vie. Non pas de la colère, pas même tout à fait de la tristesse au sens aigu, mais quelque chose de plus lourd et de plus spécifique,
comme se tenir dehors par une nuit froide. Regardant à travers une fenêtre éclairée une pièce où tout le monde à l'intérieur semble savoir exactement pourquoi ils sont là et où vous êtes censé être. Je suis allé à ma chaise. Je me suis assise. J'ai posé le téléphone sur mes genoux. J'ai ouvert la note. Je n'avais encore rien décidé. 9 jours avant la fête, j'étais assise dans ma voiture sur le parking du carrefour de la route de Genaes à 23h22. J'étais allé y acheter du thé Earl Grey. J'étais resté assise sur le parking pendant 31 minutes sans entrer. Le téléphone était dans ma main. La note était ouverte. J'avais mémorisé la phrase 6 semaines auparavant, mais je continuais à la lire quand même. La façon dont on lit quelque chose quand on a besoin qu'il reste réel et ne se dissolve pas en abstraction, comme les mots peuvent le faire quand on les regarde trop longtemps. J'avais peur. Je veux le dire clairement parce que je pense que la façon dont les histoires comme celle-ci sont racontées peut parfois gommer la peur. L'omettre. Faire en sorte que la personne qui a finalement agi semble avoir toujours été certaine. Je n'étais pas certaine. J'avais 23 ans, assise seule dans une Clio sur le parking d'un supermarché à 23 heures, et j'avais peur d'une longue liste de choses spécifiques. J'avais peur du silence dans le jardin. J'avais peur du visage de mon père au moment après la phrase. Non pas de sa colère, mais de sa confusion. Le regard d'un homme confronté à quelque chose qui n'a pas sa place dans l'histoire qu'il s'est racontée. J'avais peur de l'expression de ma mère, celle que je lisais, absorbais et à laquelle j'essayais de survivre depuis l'enfance. J'avais peur de prononcer la phrase et de partir, de m'asseoir dans ma voiture et d'appeler Clara et de me sentir exactement aussi invisible que je m'étais toujours senti, mais maintenant aussi seul d'une nouvelle manière. Peur que même la vérité énoncée clairement devant 47 témoins soit simplement absorbée et recadrée, et que je reste la personne dramatique, la difficile, celle qui ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Le docteur Leroy avait dit quelque chose le mardi précédent que je ruminais. Elle avait dit, « Rosalie, vous avez attendu qu'il vous donne quelque chose qu'il ne sait sincèrement pas vous devoir. La phrase ne va pas le changer. N'y allez pas en vous attendant à cela, allez-y parce que vous avez besoin d'un témoignage. Parce que vous avez besoin de savoir que vous vous êtes tenu dans ce jardin et que vous avez dit ce qui était vrai pour vous-même, peu importe ce qu'il en fera. » J'ai dit cela à voix haute dans la voiture, seul, le moteur éteint, les vitres commençant à s'embuer à cause du froid, mon souffle visible dans l'air devant moi. Je l'ai dit 2 fois lentement. Puis j'ai mis le téléphone dans mon sac et je suis entré au carrefour. J'ai acheté le thé Earl Grey dans la boîte avec la petite bosse sur le couvercle. La même marque que j'achetais chaque semaine depuis 2 ans. La bosse toujours au même endroit. Quelque chose de fiable et de constant dans une vie qui était sur le point de basculer. Je suis rentré chez moi. J'ai fait chauffer la bouilloire. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, la tasse entre les 2 mains et mon agenda en cuir ouvert devant moi à la page où j'avais écrit la date de la fête. Et j'ai pensé à tout. J'ai pensé aux 18 minutes de la réunion familiale d'automne. J'ai pensé à toutes les réunions familiales d'automne précédentes, celles où j'avais été assise à table, où j'avais attendu et compté et regardé l'inclinaison apologétique de ma mère, et été rentré chez moi sans rien dire à personne. J'ai pensé à la bourse au mérite que j'avais gagnée et que je n'avais jamais mentionnée à mes parents parce que j'avais appris en chemin qu'il n'y avait pas de public pour cela. J'ai pensé à chaque appel du dimanche qui tombait sur la messagerie vocale. Chaque réussite qui n'existait que dans mon propre registre, le petit carnet manuscrit dans le tiroir de ma cuisine où j'avais commencé, il y a 2 ans, à noter les choses que j'avais faites juste pour qu'elles existent quelque ou en dehors de ma propre tête. J'ai pensé, j'ai travaillé trop dur et trop discrètement pendant trop longtemps pour être assise dans ce jardin le jour où j'obtenais un diplôme que j'avais entièrement construit par moi-même et être invisible une fois de plus. Ce n'était pas une résolution. Ce n'était pas du courage. C'était la vérité. Décidant enfin qu'elle en avait assez d'être patiente. Le matin de la fête, Clara a appelé à 9 heures. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien. »« Tu vas vraiment bien ? » Ou tu fais le coup du « ça va » qui veut dire quelque chose qui prend 20 minutes à expliquer correctement. J'étais debout dans ma cuisine, dans le pull bleu trop grand dans lequel j'avais dormi, tenant la boîte de thé Earl Grey. J'ai la note, ai-je dit. Je vais à la fête et j'ai la note. Tu ne vas pas perdre ton sang-froid sur le parking. Je ne vais pas perdre mon sang-froid parce que je te connais, Rosalie, et tu as tendance à « je ne vais pas perdre mon sang-froid », ai-je répété. J'y pense depuis 6 semaines. J'y pense depuis plus de 6 semaines, honnêtement.
J'y vais. Elle est restée silencieuse un instant et puis elle a dit, je serai sur tes marches avec du vin quand tu rentreras. Blanc? Évidemment blanc, ai-je dit. J'ai enfilé la robe vert pâle. J'ai mis les boucles d'oreilles de perles de ma grand-mère, les petites et simples que je remettais d'habitude dans le plat avant les événements familiaux parce que quelque chose se passait toujours pendant la soirée avant qu'elle ne semble les mériter. Cet après-midi-là, je les ai gardées délibérément. J'allais être pleinement là. Quoi qu'il arrive, j'allais me présenter tel que j'étais. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. J'ai déplié des chaises. J'ai déplacé la salade de pâtes à l'ombre. J'ai parlé à ma tante Carole de ses jardinières surélevées pendant 20 minutes, et j'ai sincèrement apprécié. J'ai aidé à transporter de la glace. J'ai regardé 47 personnes remplir le jardin et trouver leur coin. J'ai regardé mon père rentrer et se diriger vers Damien, et j'ai ressenti le poids familier de cela, et je me suis assise sur ma chaise, et j'ai ouvert la note, et j'ai attendu. Mon père a tapoté son verre à 19h18. Il a parlé pendant 12 minutes et 40 secondes. J'ai regardé l'horloge sur mon téléphone pendant qu'il parlait. 12 minutes et 40 secondes, et j'ai donné sa chance à chaque seconde. Il a parlé de la valeur de l'éducation, de son principe, abstrait, sans lien avec une personne particulière dans le jardin. Il a raconté l'histoire du championnat de football de jeunes de Damien en 1998, que j'ai entendu environ 40 fois dans ma vie et qui n'a rien à voir avec son diplôme d'ingénierie des structures. Il a parlé de ma mère. Il a remercié les voisins. Il a recommandé les champignons farcis. Il a mentionné depuis combien de temps ma mère et lui fréquentaient cette entreprise de traiteur. Il a levé son verre et a dit à la famille. Il n'a pas prononcé mon nom. Pas au début. Pas au milieu. Pas à la fin. Pas en 12 minutes et 40 secondes, à une fête où mon nom, Rosalie, était écrit en glaçage bleu pâle sur un gâteau à 2 mètres de lui. Autour de moi, 47 personnes ont levé leur verre. Le visage de ma mère faisait la chose compliquée qu'il fait. Damien regardait l'herbe. Amélie me regardait avec son expression ouverte, impuissante, désolée. Ma tante Carole, 2 rangs derrière, était très immobile. J'ai baissé les yeux sur la note. Je suis resté immobile pendant 30 secondes. Je sais que c'était 30 secondes parce que je les ai comptées une par une, comme j'ai toujours compté les minutes où j'attendais d'être vu. Certaines choses que l'on prépare, quand le moment arrive, semblent répétées, raides et mécaniques, comme si l'on se regardait de l'extérieur. C'était l'opposé. Quand je me suis levé, ce fut le mouvement le plus naturel que j'ai fait depuis des années. Quelque chose qui avait été enroulé longtemps s'est finalement, doucement, défait. Je ne tremblais pas. Je ne me pressais pas. J'ai marché jusqu'à la table pliante au fond du jardin, dépassant les 2e et 1res rangées de chaises, dépassant ma tante Carole, qui n'a rien dit mais regardait avec quelque chose sur son visage que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Mon père était toujours à table, tendant la main vers son assiette, et il m'a regardé avec un mélange de surprise et d'irritation légère qu'il réservait aux déviations de son plan. « Rosalie » a-t-il dit. « J'ai une correction à apporter » ai-je dit. Le jardin est devenu silencieux, pas graduellement cette fois. Tout d'un coup, comme une pièce peut devenir silencieuse quand quelque chose dans l'air change, et que tout le monde le perçoit simultanément sans savoir exactement ce qu'ils perçoivent. J'ai levé mon téléphone. J'ai regardé la note. Je n'ai pas regardé le visage de mon père pendant que je lisais parce que je n'en avais pas besoin. La phrase n'était pas pour lui. En 12 ans d'études et de travail en ingénierie, j'ai maintenu une moyenne de 18,5 sur 20, payé mes propres frais de scolarité, mon propre loyer, et reçu une nomination pour un prix du département. Et ce soir, mon père a fait un discours de 12 minutes à ma fête de remise de diplôme, et n'a pas prononcé mon nom. J'ai posé le téléphone sur la table pliante. J'ai regardé mon père alors. Il était très immobile. Son visage avait une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas l'irritation à laquelle je m'attendais, mais quelque chose de plus proche d'un homme qui a rencontré quelque chose pour lequel sa version préparée de lui-même n'a pas de réponse. J'ai dit, félicitations à tous. J'ai pris mon sac de mon siège. J'ai enfilé mon manteau en laine marine, celui avec le 3e bouton manquant que j'avais l'intention de remplacer depuis mars et que j'avais toujours oublié. J'ai traversé le jardin vers le portail latéral. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé Damien. J'ai marché jusqu'à ma voiture,
qui était garé dans la rue 2 maisons plus loin, et je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans ce jardin ne savait à l'exception de Clara, c'est que 6 jours avant la fête, j'avais été assise dans le cabinet du docteur Leroy et je m'étais enregistré en lisant cette phrase à voix haute sur mon téléphone, clairement, calmement, de ma propre voix. J'avais envoyé l'enregistrement par email à toutes les adresses email familiales que j'avais. Mon père, ma mère, Damien, ma tante Carole, 2 cousins qui avaient été à la fête. L'objet de l'email était « quelque chose que je veux que vous ayez en mémoire ». J'avais utilisé un outil d'envoi différé pour le programmer à partir à 20h ce samedi soir. Il a été envoyé à 20h. J'étais sur la 6 en direction du nord. Le premier appel de mon père est arrivé à 20h03. À minuit, j'avais 11 appels manqués de son numéro. Je les ai tous comptés. Clara était sur les marches de mon appartement avec une bouteille de Riesling et 2 verres, exactement comme elle l'avait dit. Nous nous sommes assises sur les marches en béton dans l'obscurité tiède, et elle a versé, et je lui ai tout raconté lentement, du début de la soirée jusqu'au retour en voiture. Elle a écouté jusqu'au bout sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours le plus apprécié chez elle. Elle comprend que certaines histoires doivent être racontées entièrement avant de pouvoir être discutées. « Comment te sens-tu » a-t-elle dit quand j'ai eu fini. J'y ai réfléchi sérieusement, comme la question le méritait. Honnêtement, ai-je dit, comme si quelque chose qui m'appartenait m'avait été rendu. Elle a hoché la tête et a versé plus de vin, et nous sommes restés là longtemps, sans parler, écoutant la télévision d'un voisin à travers une fenêtre ouverte plus bas dans la rue. Ce fut l'une des meilleures heures de toute l'année. 11 appels manqués de mon père étaient sur mon téléphone, 4 de ma mère, 2 de Damien, ce à quoi je ne m'étais pas attendu. J'ai appris 3 jours plus tard quand Amélie m'a envoyé un message que Damien avait quitté la fête environ 20 minutes après moi. Amélie a dit qu'elle et Damien avaient conduit jusqu'à la maison principalement en silence et que quelque part sur la 43, il avait dit doucement, regardant droit devant sur la route, elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison sur tout ça depuis longtemps. Amélie a dit qu'elle était désolée de n'avoir pas trouvé le moyen de dire quelque chose plus tôt. Je lui ai répondu en lui disant qu'elle ne me devait pas d'excuses. Je le pensais sincèrement. Je n'ai rappelé personne cette nuit-là. Ma mère a appelé à 7h49 le lendemain matin. J'ai répondu parce que j'ai toujours répondu à ma mère, même quand je savais que la conversation allait être difficile. Elle n'était pas en colère. Ma mère avait épuisé sa colère il y a des années. Elle l'avait redirigée quelque part où elle n'avait plus un accès régulier. Elle était triste de cette manière silencieuse et exercée qu'elle a d'être triste. La manière d'une femme qui a absorbé et lissé le climat émotionnel d'une famille si longtemps qu'elle ne ressent plus le climat directement, seulement son effet sur les autres. Rosalie, a-t-elle dit, tu as humilié ton père devant toutes les personnes présentes. Maman, ai-je dit, j'ai lu une phrase vraie à ma propre fête de remise de diplôme. Tu as fait une scène. Je me suis dirigé vers un microphone et j'ai lu une phrase, puis je suis parti. C'était ça, la scène. Elle est restée silencieuse un instant. Alors il est très blessé. Je sais qu'il l'est, ai-je dit. Je suis désolé que cela le blesse. Je le suis sincèrement, mais j'avais besoin qu'il y ait un témoignage. J'avais besoin que les gens dans ce jardin sachent ce qui était vrai. Elle a demandé si je l'appellerais pour m'excuser. J'ai dit que je l'appellerais en temps voulu, quand je serais prête, et que je l'aimais et que je devais me préparer pour le travail. Elle a dit d'accord d'une manière qui contenait plusieurs choses à la fois. Acceptation et résignation et un chagrin qu'elle ne peut nommer parce que le nommer l'obligerait à regarder directement quelque chose qu'elle a choisi de ne pas regarder pendant 20 ans. J'ai fait chauffer la bouilloire. Je me suis tenu au comptoir, une bouilloire en cuivre derrière moi commençant à siffler, et j'ai écouté le message vocal de mon père qui durait 3 minutes et 40 secondes. Il a dit que j'avais embarrassé la famille. Il a dit que c'était dramatique et inapproprié. Il a dit qu'il était certain de m'avoir mentionné dans le discours. Il était absolument certain et que j'avais du mal à entendre ou chercher la mauvaise chose. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire que je ferais quelque chose comme ça devant toutes ces personnes lors d'un événement que ma mère avait mis tant d'efforts à organiser pour moi. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas dit qu'il avait oublié mon nom. J'ai écouté le message vocal une fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir et j'ai laissé la bouilloire finir de siffler. Ma tante Carole a appelé 10 jours après la fête.
Elle est la sœur aînée de mon père de 4 ans et l'une des rares personnes dans sa vie qui lui ait jamais dit quelque chose qui ait eu un impact. Elle a dit qu'elle avait écouté l'enregistrement 2 fois. Elle a dit, choisissant ses mots avec soin, qu'elle était consciente depuis un certain temps que les choses dans notre famille n'étaient pas aussi équilibrées qu'elles le paraissaient de l'extérieur. Elle a dit qu'elle m'avait toujours trouvé remarquable, ma concentration, mon indépendance, la façon dont j'avais traversé mes études, et qu'elle était désolée de n'avoir pas trouvé le moyen de me le dire plus directement et plus souvent au fil des ans. Je l'ai remerciée. Je pensais sincèrement chacun de ces mots. Elle ne m'a pas demandé de m'excuser auprès de mon père, ni d'arranger les choses, ni de penser à la façon dont cela l'affectait. Elle a juste dit qu'elle était contente que j'aille bien et que je pouvais l'appeler n'importe quand. J'ai écrit son nom dans le petit carnet manuscrit dans le tiroir de ma cuisine, dans la colonne que j'avais commencé à utiliser pour les personnes qui m'avaient surprise en étant présentes. 3 semaines après la fête, mon père a appelé le soir et j'ai répondu. Nous avons parlé pendant 22 minutes. Il n'a pas entièrement reconnu ce qui s'était passé. Je ne m'y étais pas attendu, pas de manière complète, car la version de lui-même qu'il a construite au fil de ses 61 ans n'a pas d'architecture facile pour ce genre de bilan direct. Mais à un moment de la conversation, sans y être incité, après une longue pause, il a dit, « Je sais que je ne suis pas toujours doué pour vous montrer la même chose à tous les deux. » 12 mots. Je les ai écrits dans le carnet quand nous avons raccroché. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas suffisant. Mais c'étaient 12 mots qu'il n'avait jamais prononcés en ma présence auparavant, et je m'y suis accroché non pas parce qu'ils réparaient quoi que ce soit, mais parce qu'ils étaient réels, et le réel était plus que ce à quoi je m'étais attendu. J'ai déménagé à Marseille 6 semaines après la fête. L'appartement que j'ai trouvé a une deuxième chambre que j'ai transformée en bureau d'études avec une longue table sous une fenêtre orientée à l'est qui capte la lumière du matin dès 6h30. J'ai les boucles d'oreilles de perles dans une petite coupelle en céramique sur l'étagère de la salle de bain. Je les porte plus régulièrement maintenant. J'ai la boîte de thé Earl Grey dans l'armoire au-dessus de la bouilloire. La bosse est toujours là. Certaines choses, on les emporte avec soi et on cesse de s'en soucier. L'entreprise est bonne. Je suis affecté à un projet de réhabilitation de pont sur une travée au-dessus du Rhône, ce qui est exactement le genre de travail structurel appliqué pour lequel j'ai étudié et que je voulais. Ma superviseure, Patricia, est dans le domaine depuis 27 ans et gère son équipe de la manière dont certaines femmes bonnes et compétentes gèrent les choses, sans cérémonie, avec précision, avec une faible tolérance pour l'effort gaspillé. 2 semaines après le début du travail, elle a mentionné en passant lors d'une conversation sur un recalcul de drainage qu'elle avait lu mon mémoire avant mon arrivée et qu'elle était contente que je sois là. Elle l'a dit comme on dit un fait. Puis elle a continué son chemin. J'ai réfléchi à ce commentaire pendant plusieurs jours. J'ai eu beaucoup de temps maintenant pour réfléchir à ce qui s'est passé ce soir-là dans le jardin de mes parents, et je veux vous dire ce que je crois. Mon père m'aimait. Je veux le dire d'abord parce que c'est vrai. Et parce que l'omettre rendrait cette histoire plus simple qu'elle ne l'est. Il m'aimait de la manière dont les gens aiment ce qu'ils ne voient pas entièrement à distance, à travers la forme d'une catégorie plutôt que le visage spécifique d'une personne. J'étais la fille qui allait bien. La fille qui n'avait pas besoin, et je pense qu'il appelait cela de l'amour, et dans sa version de notre histoire, c'en était, mais il y a une différence entre aimer quelqu'un à une distance de sécurité et l'aimer de la manière dont il le mérite, de près, spécifiquement. Les yeux ouverts et son nom sur les lèvres. J'avais attendu qu'il réduise cette distance pendant 23 ans. Et j'avais finalement compris, assise dans un fauteuil en velours vert un mardi après-midi de mars, que l'attente était quelque chose que je choisissais. Que je pouvais choisir différemment. Que je pouvais dire la vérité à voix haute dans un jardin rempli de témoins et marcher jusqu'à ma voiture, rentrer chez moi et laisser les conséquences être ce qu'elles seraient. Et que faire cela ne serait pas un acte de cruauté, mais un acte d'honnêteté. La première chose honnête que j'avais peut-être jamais faite dans cette famille sans l'adoucir d'abord pour le confort de tous les autres. Dire la vérité ne m'a pas rendu dramatique. Cela a fait de moi quelqu'un avec un témoignage. Certaines personnes ne peuvent reconnaître ce qu'elles ont manqué que lorsque cela refuse de rester invisible silencieusement. Mon père est l'une de ces personnes et je ne peux pas changer cela chez lui et j'ai cessé d'essayer. La vraie famille, celle qui vous soutient, celle avec qui il vaut la peine de construire une vie, ne vous demande pas de disparaître en son sein pour prouver votre loyauté. Le pardon n'est pas la même chose que l'oubli. La compréhension n'est pas la réunion. La compassion ne m'oblige pas à rester au bord du cadre, à attendre que quelqu'un me déplace au centre.
L'amour qui vous demande d'être plus petit n'est pas de l'amour. C'est de la gestion. Et j'avais été géré pendant 23 ans. Et je n'étais pas prête à payer ce coût pour 23 ans de plus. Le coût de maintenir la paix dans une pièce où la paix signifie être la plus petite personne et votre vie entière. J'avais 23 ans. J'avais un pont à réhabiliter. J'avais une fenêtre qui captait la lumière du matin. J'avais Clara sur mes marches avec du vin blanc et ma tante Carole dans le carnet sous les personnes qui se sont manifestées et le docteur Leroy dans son fauteuil en velours vert et les boucles d'oreilles de perles dans leur coupelle sur l'étagère de la salle de bain. La famille, c'est celui qui se manifeste quand il n'y a rien à gagner. Je sais qui est la mienne maintenant. Je pense à vous si vous avez écouté jusqu'ici. Je me demande si vous avez une table comme celle-là quelque part dans votre vie. Un événement où les minutes passent et votre nom reste tu et la personne qui était censée le dire vous regarde à travers et vous restez assis là à compter parce que compter est la seule chose que vous pouvez faire avec ce sentiment.